aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une... Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une présentation de coup de cœur pour cet été. Alors oui, Dorian a organisé un super challenge, donc tous les jours sur une chaîne différente ou même sur un compte Instagram, vous pouvez voir une présentation de coup de cœur graphique. Donc j'ai trouvé l'idée vraiment super chouette. Dorian m'a contacté et j'ai répondu avec grand plaisir, surtout que dernièrement je lis quand même pas mal de graphiques. Et il avait envie qu'on présente chacun nos graphiques préférés pour cet été. Et je vous avoue que j'ai du matériel, hein. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc merci beaucoup Dorian d'avoir organisé ça hier. Vous pouviez voir la sélection de Céline sur son compte Instagram. Donc je vous conseille d'aller voir. C'est une jeune femme que j'aime beaucoup regarder. C'est vraiment quelqu'un de super intéressant qui lit un petit peu de tout. Et demain vous allez retrouver Eva sur sa chaîne Perfect Books. Perfect Books. Voilà. Alors oui, il nous a demandé de présenter 3 à 5 coups de cœur graphiques idéaux pour l'été. Et comme je ne sais pas respecter une consigne, ça a toujours été mon grand problème, il n'y a pas 3 à 5 graphiques et il y en a 8 avec un 9e qui s'est rajouté aujourd'hui puisque je viens de le lire et je viens d'avoir un coup de cœur, donc c'est génial. Pourquoi il y en a autant? Parce que j'ai voulu vous présenter des choses très différentes, des genres très différents, comme ça il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a du romantique, il y a du glauque, il y a de l'engagé, il y a du comique, il y a du mignon, enfin il y a vraiment un petit peu pour tous les goûts. Et pour moi, ce sera pas... Enfin, en général, quand on présente des livres pour l'été, souvent on présente des trucs mignons, des trucs un peu réconfortants. Il n'y aura pas que des réconfortants, il y a un petit peu de glauque aussi dans cette sélection, mais j'ai vraiment essayé qu'elle soit la plus hétéroclite possible. Et il y a même de la SF. On va commencer avec... avec quoi? On va commencer avec une petite série de mangas. Si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisque moi j'ai adoré la lecture de Remember, qui est une série de mangas dans la catégorie seinen, donc on peut lire à partir de 16 ans, un truc comme ça, parce qu'on a des trucs un peu touchy. Ici c'est plutôt gore en fait, hein, le souci. Un livre qui vient d'un roman original de Welzar. Le dessin ici c'est Katsutoshi Murase et c'est publié chez Kiun. De quoi nous parle Remember? Bah déjà le titre est quand même assez parlant, hein, puisque remembré en fait, hein, en gros. Donc nous sommes dans un lycée, 6 personnages subissent une fameuse malédiction puisque tous les jours ils vont revivre en fait la même journée et surtout la même nuit. Et toutes ces nuits ils se font pourchasser au sein de leur lycée. Donc je sais pas ce qu'ils foutent la nuit au lycée, mais bref, ils sont la nuit au lycée, ils sont toutes les nuits pourchassés par la Rouge Sang qui, en fait, son but c'est qu'on retrouve les différentes parties de son corps. Donc pour sortir de cette malédiction, il faut remettre les bras avec le torse, la tête, enfin, le pied, enfin voilà, il faut retrouver toutes les parties de son corps. Mais en attendant, elle va essayer de les trucider les uns après les autres. Et donc toutes les nuits, c'est un peu l'horreur, quoi. Clairement, ils sont pourchassés par cette espèce de furie qui essaye de les trucider, de les pousser dans l'escalier, de leur couper la tête. Et eux, ils doivent essayer de retrouver les parties de son corps. Enfin, c'est quand même cool. Oh, j'adore ce résumé. Je me souviens que j'avais passé un super moment, que j'avais eu quelques moments bien stressants, hein, parce que clairement on est vraiment sur du gore ici, sur du glauque. Il n'y a pas de couleur, mais on les imagine très très bien. Donc ouais, franchement, j'ai bien aimé, mais par contre si vous êtes un peu flippette, bah... feuilletez-le peut-être en magasin avant de l'acheter ou de l'emprunter en bibliothèque parce que ben voilà, peut-être qu'il y a des trucs qui vont pas vous convenir. Je me souviens d'une page, hein, j'avais tourné la page et tout d'un coup j'ai vu qu'il y a un œil qui me regardait, enfin truc bien glauque. Et franchement je vous conseille Remember, donc ici dans la catégorie un petit peu sordide. Le deuxième, ou plutôt les deuxièmes graphiques que j'avais envie de vous présenter, c'est une petite collection pour le coup, donc je crois qu'il y en a 4 qui sont sortis, peut-être même un 5e. En tout cas, c'est sorti chez Édition La Plage, c'est la collection de Rosa B qui nous a illustré 4 titres, donc L'insolence veggie, mort à la viande, L'antispécisme, c'est pas pour les chiens. Il y en a encore 2 autres, je ne sais plus les titres. Ce sont des livres que j'ai découverts avec énormément de plaisir quand je suis devenue végane, mais que j'ai aussi prêté à des non-véganes. Et bah, ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça, c'était vraiment très agréable. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites planches qui illustrent avec beaucoup d'humour et de sarcasme des réponses aux questions que se posent beaucoup de non-véganes, et même certains véganes en fait qui sont pas encore tout à fait informés. Moi-même parfois j'ai eu certaines réponses à des questions que je ne connaissais pas, puisque ben,
voilà, je me suis informée quand je suis devenue végane, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai apprises au fur et à mesure, et il y a encore pas mal de choses que j'apprends maintenant. Et c'est vrai qu'en plus d'être rigolo, d'être sarcastique, c'est informatif. Et donc, on répond aux questions du type qu'est-ce que le spécisme, à quoi ressemble la vie d'un spéciste, quel genre de questions, peut-on manger de la viande tout en respectant les animaux? La réponse est non. Les éleveurs sont-ils tristes quand leurs bêtes partent à l'abattoir? Voilà, c'est ce genre de questions en fait qui sont répondues avec pas mal de sarcasme, et souvent la végane dans le livre, elle est blasée, elle en a marre de ces questions du type, attends, je vais essayer de trouver une question, parce qu'il y a des questions tout à fait légitimes qu'on peut se poser bien sûr, et parfois il y a des questions juste de mauvaise foi. Par exemple, à quoi pense un poulet sur une chaîne d'abattage? Ça c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est pas drôle, hein. C'est toujours second degré, mais elle fait ça avec humour, et du coup bah si tu ris jaune parce que tu sais que c'est horrible en fait ce que vivent ces animaux, mais en même temps tu te dis bon allez, c'est fait avec humour, et du coup peut-être que des gens qui ne sont pas du tout sensibilisés à la cause vont peut-être bah voilà, se poser des questions. Le type de questions auxquelles on est confronté, surtout je trouve au début du véganisme, et auxquelles on répond souvent, enfin je dis on, mais moi quand je suis devenue végane, c'est vrai que j'avais énormément de colère en moi. La première année, ça a été l'année de colère, vraiment, parce que c'est l'année où j'ai découvert vraiment tout ce qui se passait derrière l'industrie de la viande, l'industrie laitière, les œufs, etc. Et c'est vraiment, tu apprends toutes ces choses-là, tu te dis mais en fait pourquoi est-ce que je ne savais pas jusqu'à maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous dit pas ça, mais en fait c'est horrible tout ce qu'ils vivent ces animaux, et on reçoit pas mal de questions, et c'est vrai que moi, j'avais, parce que je suis quelqu'un d'assez, je sais pas comment expliquer, mais peut-être un peu susceptible ou j'en sais rien. Et souvent, je répondais en perdant mon sang-froid à ce genre de questions du type oui, mais tu étais sur une île déserte avec juste une tranche de jambon, ou la question oui, mais le lion mange la gazelle, ou enfin ce genre de questions, la carotte pleure, vous savez, enfin, je pense que vous savez si vous êtes ne fût-ce que végétarien. Donc en fait j'ai beaucoup aimé ces petits livres, et je vous les conseille vivement, même si vous n'êtes pas du tout touché par la cause des animaux, le bien-être animal, si ça vous touche pas du tout, en fait c'est informatif également, donc ça apprend quand même pas mal de choses, et c'est engagé, c'est chouette, c'est drôle. Ça peut mettre en colère évidemment s'il y a certaines choses qu'on ne sait pas, et ça peut donner aussi envie de s'informer un petit peu plus sur certains sujets. Donc il y en a 4 qui sont sortis, peut-être même un 5e, je ne sais pas, ça fait un moment que j'ai pu regarder. Mais en tout cas, franchement je vous conseille, pour l'été j'en sais rien, mais je vous le conseille parce que ils me tiennent à cœur ces livres. Ensuite, on va revenir à quelque chose d'extrêmement joyeux, puisque j'ai découvert ces dernières semaines, ces derniers mois, un manga qui s'appelle Les liens de sang. C'est publié chez Kiun, c'est dans la collection toujours seinen. Je lis beaucoup en fait de seinen, je me rends compte que des mangas, la plupart ce sont des seinen. Et qu'est-ce que c'est? C'est un thème extrêmement joyeux, vous allez voir. Nous allons suivre une petite famille, un jeune garçon et ses parents, et on voit que ce jeune garçon, ce jeune adolescent, il est très couvé par sa mère, et on se rend compte dès la première planche que la mère, elle est un petit peu siphonnée. C'est-à-dire que déjà sur la première planche, on a un plan assez effrayant de cette mère qui vient réveiller son enfant. On dit réveille-toi mon chéri. Et rien que cette première planche, je trouve, est assez angoissante et représente toute l'ambiance de cette saga. C'est-à-dire que c'est une mère qui aime beaucoup son enfant, même un petit peu trop. On va parler quand même d'un rapport très très malsain entre cette mère et ce fils. Elle le couvre très très fort, il y a des gestes déplacés à partir du tome, je sais plus quel tome, enfin bref, c'est assez glauque. Et en fait, à la fin du tome 1, il se passe quelque chose d'assez surprenant qui va changer un petit peu l'histoire. Et à partir du tome 2, voilà, on est dans une autre ambiance. Et franchement, moi c'est c'est une saga que je lis avec plaisir, parce que j'aime bien les ambiances un peu malsaines, et quand c'est bien fait, et c'est vraiment bien fait, on voit que c'est de plus en plus poisseux, mais on voit que ce jeune garçon est un jeune adolescent qui découvre la vie, et qui tombe sous le charme des filles de sa classe, et on sent que la mère, ça va pas trop lui plaire. Et franchement, c'est une petite saga que j'aime bien. Alors ici, je vous montre le tome 3 et 4. Je me suis arrêtée au tome 5, même si j'ai eu le tome 6, parce que j'étais dans un moment
où j'avais lu Résine de Anne Riel, qui est un roman très glauque, et enfin que moi j'ai trouvé très glauque. C'est peut-être pas le plus glauque que vous pourriez lire, mais moi j'avais été fort heurtée par ce livre, et j'avais lu quand même pas mal de livres glauques à cette époque-là, enfin il y a quelques semaines, hein, on parle pas d'une époque, et je pense que j'avais eu tellement de glauque à la fois, même si j'aime ça, que tout d'un coup j'ai plus su lire cette saga. Donc je crois que c'est le tome 6 ou le tome 5. J'ai dû m'arrêter parce que je me dis, ouh, j'ai envie de lire ça en fait. Alors que ce que je disais n'était pas pire qu'avant, mais je sais pas pourquoi je me suis arrêtée. En plein milieu de saga, je pense que je pourrais le reprendre maintenant, ça va un petit peu mieux dans ma tête. Mais c'est vrai que c'est quand même malaisant, clairement. Donc si vous vous lancez là-dedans, bah sachez que on voit que la mère, elle aime bien son garçon, quoi, hein. Et on voit sa réaction la première fois qu'il a des désirs sexuels, ce jeune garçon, la réaction de la mère quand elle le découvre, oulala, quoi. C'est très malaisant, très malsain. Si vous aimez bien ce genre d'ambiance, bah, je peux vous le conseiller. Alors pour l'été, est-ce que c'est vraiment le genre de livre qu'on va sortir à la plage? Bah déjà, j'ai envie de vous dire, ne sortez pas de livres à la plage si vous êtes en Belgique, parce que la plupart du temps, il y a du vent. Et je vais vous montrer ce que devient un livre sur la plage en Belgique. Ce livre allait très bien jusqu'à ce que je le lise en Belgique. On était peut-être en avril-mai aussi, c'est peut-être pour ça, il y avait beaucoup de vent et du coup il se ferme difficilement parce qu'il y a des grains de sable entre chaque page. Voilà. Donc faites attention, protégez-vous. Voilà, et donc ça c'est ma troisième recommandation, ô combien réjouissante. On va venir à la recommandation suivante qui pour le coup va plaire à chacun d'entre vous, sauf si vous n'aimez pas la mignonitude. On va parler de Tulip. Alors là pour le coup, ça c'est une recommandation de l'été qui convient parfaitement parce qu'on est sur un graphique que je n'ai plus puisque je l'ai rendu aux amis qui nous l'ont prêté. C'est vraiment très doux. Déjà, ne fût-ce que la couverture, on est sur un bleu très tendre. On va suivre des petits animaux, des petites planches humoristiques pleines de tendresse qui vont suivre ces animaux dans cet univers. On a un arbre qui se sent seul, hein, c'est un arbre, hein, donc il entend toutes les mésaventures de ses copains, et lui c'est un arbre, donc c'est un arbre qui parle, donc on l'entend penser. On a cet ours qui lui il aime bien glander, poser contre l'arbre, et pour lui la vie c'est dur, et ouais, en fait, ils ont chacun des problématiques différentes, ces personnages. On a le caillou aussi, qui en a marre de sa condition de caillou. Il se dit que les autres, ils vivent des aventures quand même bien plus palpitantes que lui, qui est toujours au même endroit. On a un serpent. Est-ce que c'est un serpent ou un lézard, je ne sais plus, mais lui aussi c'est très comique, il est amoureux, c'est très chouette. On a un oiseau qui est amoureux du soleil, non mais la poésie, c'est vraiment très 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 tendre, c'est très drôle. Et il y a aussi des petits messages en fait qui sont cachés sous chaque petite anecdote. Des petits messages sur la vie qui sont transposés dans la vie des animaux, mais c'est vraiment très beau, c'est très poétique, franchement une très très belle découverte, et j'ai vraiment envie de découvrir le tome 2, le tome 3, et je pense qu'il y a un tome 4, enfin il y a un livre vert, Flash là qui est sorti, qui me donne très envie aussi. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, on va parler de féminisme. Vite fait, avec le problème avec les femmes, qui est un de mes graphiques préférés. Je vous l'avais présenté dans mes graphiques préférés 2019, 2020, je ne sais plus, dans mes romans, dans mes lectures préférées d'une année. C'est de Jackie Fleming. C'est chez Dargaud, c'est anglais, et ça nous parle de l'histoire de la place de la femme dans la société depuis très longtemps, hein. Franchement, on nous explique que c'est logique que les femmes soient moins payées que les hommes, que les femmes... tout ça, c'est logique. Voilà. La manière dont on traite les femmes actuellement, tout ça, c'est logique parce que leur cerveau est plus petit que celui des hommes. Les robes compliquaient totalement la pratique d'une activité sportive, mais le squelette des femmes n'était de toute manière pas fait pour le sport. Les femmes n'avaient pas le droit d'être dehors la nuit à cause de leur mauvaise vision nocturne. Elles étaient aussi trop émotives pour qu'on les sorte. Alors le plus souvent, elles restaient à la maison et pleuraient parfois de façon hystérique.
Quelques femmes sont apparues, mais leurs têtes étaient si petites qu'elles étaient nulles en tout, sauf en broderie et au crochet. J'ai adoré cette lecture, j'ai ri, et c'est de nouveau du sarcasme, hein, c'est de nouveau de l'humour, un humour qui me plaît mais tellement. C'est l'absurdité en fait de toutes des affirmations qui ont existé. Bon là c'est un petit peu dans le ton humoristique, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'absurdités par exemple dans ce que disait Freud à propos des femmes. Enfin voilà, toutes des choses voilà, qui montrent que les femmes en fait ne savent pas faire plein de choses parce qu'elles ont un vagin. Enfin, ça empêche plein d'activités, c'est bien logique. Et j'adore la manière dont c'est présenté, c'est très drôle. Je le relirai volontiers parce que franchement j'avais passé un super moment en grassant bien sûr des dents, hein, mais c'était vraiment une très chouette lecture. Quand je vous ai dit que je voulais vraiment varier cette vidéo, vous présenter un contenu vraiment très diversifié, je ne rigolais pas puisqu'ensuite on va passer à un livre d'anticipation, plutôt dans de la science-fiction, avec un titre que je n'ai plus puisqu'il a été de nouveau prêté par nos amis, donc je l'ai déjà rendu. Il s'agit de Préférence Système de Hugo Bienvenu, publié chez De Noël Graphique. Alors ici on est dans un univers assez intéressant, on est dans un futur très lointain où les robots ont pris une part importante de la société. Il y a des nouveaux métiers, il y a plein de choses qui ont changé grâce à l'évolution des technologies et notamment il y a énormément de dossiers, énormément d'informations qui sont stockées sur un système. Sur une sorte de disque dur géant on va dire, donc tout ce qui est œuvre d'art, toutes les partitions importantes, je ne sais pas moi, des titres genre l'œuvre complète de Victor Hugo, toutes ces choses là, ça va se retrouver sur cet énorme disque dur. Donc c'est important en fait qu'il y ait de la place sur ce disque. Imaginons par exemple Madame Gertrude décide de prendre une photo d'elle en bikini sur la plage et elle veut la poster sur Instagram, mais il faut absolument qu'il y ait de la place sur le disque dur, donc il ne faut pas qu'il y ait des choses inintéressantes qui restent sur le disque. Il faut vraiment que cette photo, ô combien importante, soit sur le disque, et donc il faut zigouiller certaines choses. Donc il y a des gens qui sont dont le métier est de supprimer des œuvres qui prendraient la place des photos de monsieur madame par exemple, et donc il y a parfois des films qui sont supprimés, des films de Kubrick, tout d'un coup on va décider ouais non en fait pour finir c'était pas si bien, on va le virer, et comme ça il y aura de la place pour les photos de monsieur madame. Enfin voilà, c'est vraiment un système très particulier. J'ai bien aimé ce côté, ça sonne très réaliste en même temps, même si ça sonne complètement fou. Et en fait on va suivre l'histoire d'un jeune couple qui vont avoir un enfant, et l'enfant est porté par le robot du couple. Donc ils ont un robot et ce robot porte l'enfant, donc la mère comme ça, eh ben, elle est plus productive, elle peut aller bosser, elle peut faire plein de choses, elle ne doit pas porter l'enfant, elle ne doit pas prendre congé, vous comprenez, c'est quand même mieux. Voilà, et donc ici on est vraiment sur un récit que j'ai adoré parce que déjà j'ai bien aimé les dessins, j'ai vraiment bien accroché, j'ai bien aimé cette histoire, ça fait pas mal réfléchir, surtout que il est coupé en deux, donc à partir de la moitié du graphique il va se passer quelque chose qui va changer la tournure des événements, et j'ai adoré la deuxième partie. C'était vraiment chouette et très beau, j'ai presque pleuré sur la fin parce qu'il se passe un truc assez poétique, assez beau, que j'ai beaucoup aimé, donc ouais je vous conseille franchement, si vous n'êtes pas trop SF, si vous n'êtes pas trop en tout ce qui est anticipation, tout ça, ben découvrez-le quand même parce que c'était vraiment chouette. Ensuite, on va rester avec la maternité, et j'avais envie de vous parler d'une de mes récentes découvertes. Cette vidéo est interminable, hein, on est bien d'accord. La remplaçante de Sophie Adriansen et de Matou chez La Vie en Bulle, qui est une collection chez First Edition. Dans ce livre, on parle de Markéta et de Clovis qui sont fous amoureux, qui sont sur le point d'avoir un bébé, et ils s'attendent à vivre vraiment un conte de fées, sauf que l'accouchement signe la fin du conte de fées, comme ils le disent dans le résumé, puisque la naissance de la petite Zoé ne s'est pas passée comme Markéta l'imaginait. Donc on va parler vraiment des premiers instants de la maternité, donc au sein de l'hôpital, la première rencontre avec cet enfant, le début de l'allaitement, et puis le moment où il se retrouve seul à la maison, complètement perdu avec ce nouveau petit être. Et on va vraiment parler de ce que ressent notre héroïne Markéta avec son nouveau corps qu'elle ne reconnaît plus. Elle se sent seule, elle se sent abandonnée et incomprise de tous.
Et elles se sentent très mal en fait, et elle a l'impression que personne ne comprend vraiment ce qu'elle ressent, et donc on est vraiment face à une dépression postpartum, hein, clairement, et elle a l'impression qu'une remplaçante ferait mieux les choses qu'elle. Et on est dans la tête donc de Markéta, et c'était extrêmement, extrêmement touchant, parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle très peu. On en parle un chouïa plus maintenant, mais en fait, je vois très peu ce sujet dans la littérature. Voilà, j'ai beaucoup aimé qu'on en parle. Les dessins sont vraiment très simples, mais en même temps très touchants, parce qu'on voit la détresse de cette mère, ne fût-ce que dans ses yeux cernés. On voit de temps en temps apparaître cette remplaçante, c'est comme un fantôme en fait, qui se cache pas très loin, et elle s'imagine que cette remplaçante ferait mieux le job qu'elle. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Margot qui en avait parlé, et Margot Liseuse qui avait été très très touchée. C'est grâce à elle que j'ai eu envie de découvrir ce titre, parce que en plus Margot l'a vécu en accouchement, donc je pense qu'elle s'est sentie très, très sensible, très concernée, j'imagine. Et vraiment j'ai bien aimé qu'on en parle en bande dessinée. C'est du coup très accessible, et je pense que ça peut peut-être, j'en sais rien, je dis n'importe quoi puisque je suis pas forcément concernée, mais peut-être que ça peut faire déculpabiliser pas mal de femmes, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas c'est une lecture que j'ai beaucoup aimé faire. Voilà. J'en parle très mal, hein, j'en suis bien consciente, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. Voilà. Et c'est illustré par Matou, du coup, que je suis assez assidûment maintenant sur les réseaux, et Sophie Andreasson, dont j'ai acheté un roman dernièrement, et donc j'ai envie de lire tous les livres, du coup, après cette lecture. Et on va passer au dernier. Et en fait, j'ai dû en rajouter un. Donc la fille, elle fait n'importe quoi. 3 à 5 livres. Bah ouais, il y en a 9, hein. C'est toujours mieux, hein, de plus. Donc je vous parle du dernier dont j'avais prévu de vous parler, et puis je vous parle du bonus. Parce qu'il est vraiment chouette. Donc le dernier dont j'avais envie de vous parler, c'est une de mes meilleures lectures de 2021. Je pense vraiment que je suis en train de vous spoiler une vidéo qui va sortir dans pas trop longtemps, qui est le bilan de mi-année. C'est un truc que je fais jamais sur la chaîne, mais là j'avais envie, parce que je l'ai vu plusieurs fois et je trouve ça cool. Et en fait ça va peut-être vous spoiler un petit peu, puisque je vais vous présenter Malgré tout, donc je vous ai déjà quand même pas mal parlé, de Jordi Lafèvre. J'ai découvert ce livre, j'aime bien toujours dire grâce à qui je découvre les livres. Ici c'est Sarah de Mrs. Boogie qui en avait parlé, et on en a discuté après. En plus c'est vraiment une très chouette découverte, et donc ça va nous parler d'un couple qui se rencontre, une histoire d'amour en fait, mais à l'envers. Donc on commence par la fin, on commence par les retrouvailles entre ces personnages, et cette première page déjà est d'une splendeur. C'est très très beau, c'est extrêmement bien dessiné, c'est très poétique, et on va suivre donc leur histoire leur histoire d'amour, mais en faisant une sorte de... On rebrousse chemin, Benjamin Button, non, pas du tout. Ça va, toi? Donc oui, c'est vraiment très poétique, parce que je trouve ça original de suivre, parce que c'est une histoire d'amour, en fait, plutôt classique. Mais le fait de la lire à l'envers, je trouve que ça rajoute quelque chose... on se demande comment ils en sont arrivés là, à se retrouver après tant d'années sous le parapluie, alors qu'ils ont l'air de tant s'aimer. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Et on voit qu'il y a beaucoup d'humour, de poésie, de musique, il y a des pages dansées. C'est si beau, je vous mets des extraits hein, comme d'habitude, mais vraiment, ça c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai envie de lire dans l'autre sens. Toutes les personnes à qui je l'ai prêté ou à qui je l'ai conseillé ont adoré. Ma grand-mère, qui ne lit jamais de graphique, l'a beaucoup aimé, elle l'a vraiment trouvé très très beau. Voilà, j'ai plusieurs proches qui l'ont vraiment adoré, et vraiment je vous conseille vivement, c'est la petite pépite là de cette année. Et alors, j'avais pas prévu de vous en parler, parce que je viens de le lire ce matin, mais en fait j'ai quand même envie de vite vous montrer. Je pense que je vous en parlerai peut-être un peu plus en point lecture, enfin, ou j'en sais rien, peut-être que je le montre maintenant. Il s'agit de un petit manga que m'a prêté mon amie Céline. Voilà, elle a quand même pas mal de mangas chez elle, et j'avais envie de lui emprunter quelque chose. Et je lui ai demandé le tome 1 et 2 de Le mari de mon frère, de Gengoro Tagame, publié chez Édition Akata. J'ai oublié de préciser que Malgré tout de Jordi Lafèvre, c'est chez Dargaud. Voilà. Alors ici, en fait, je vous dis souvent que les mangas, parce que j'ai lu dernièrement pas mal de mangas, je vous en ai parlé dans un vlog qui peut-être vient de sortir ou sort bientôt.
Je vous dis souvent que j'ai du mal à accrocher au manga parce que je trouve qu'en général le premier tome n'est pas suffisant pour dire si j'apprécie un manga. Souvent j'ai du mal à identifier les personnages, je les confonds, je trouve que souvent le premier tome est un peu fouillis, enfin, j'ai 3 ou 4 exemples comme ça de premier tome que j'ai eu du mal, pour lesquels j'ai eu du mal à accrocher, et donc il a fallu que je lise le tome 2, voire le tome 3 pour vraiment me mettre dans l'univers. Et la plupart du temps, il me faut donc beaucoup de temps, et parfois je n'accroche jamais, hein, tout simplement, je me rends compte que peut-être mon cerveau n'est pas assez développé, j'en sais rien, mais parfois je n'accroche vraiment jamais. Et ici, dès les 3 premières pages, c'était bon quoi. C'est comme pour les liens de sang, sauf qu'ici on est vraiment sur un thème beaucoup plus joyeux et beaucoup plus doux. Dans les liens de sang, pareil, j'étais tout de suite dedans. Ici, bah, je suis tout de suite dedans dès les premières planches. C'est tellement beau. Je savais pas que ça allait être triste, un petit peu triste quand même. J'ai un peu pleuré quand même déjà. J'ai lu le tome 1 et 2 de donc ce mari de mon frère. Donc c'est l'histoire d'un papa qui vit avec sa fille. Et ce papa avait un frère jumeau, alors avait parce qu'il est décédé, donc on l'apprend très très vite. Hein. Et ce frère jumeau était parti au Canada depuis longtemps, hein, mais ils ont appris sa mort il y a un mois. Et tout à coup apparaît à la porte le mari de ce frère jumeau. Et donc ce mari est donc le tonton de la petite fille et est donc le beau-frère de notre héros, le papa de la petite fille. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je ne sais pas. C'est, oh là là, mon Dieu, quelle histoire. C'est vraiment très beau. Vraiment, je sais pas comment développer plus mon avis parce qu'on a déjà des personnages, mais tellement beaux. La petite Kana, et tout en innocence et impertinence, qui va dire les choses qu'il faut pas, mais en fait, pour finir, c'est quand même les choses qu'il faut. Elle va dire tout haut et de manière plus simple et beaucoup plus innocente des choses que pense le père. Elle va poser des questions un peu impertinentes à son oncle qu'elle a jamais vu. Et on va voir aussi tous les doutes qu'a ce père qui découvre parce que lui, il a quand même beaucoup de préjugés sur le fait que cet homme est homosexuel. Mon Dieu, il arrive chez lui et se pose des questions. C'est fait avec beaucoup d'innocence, énormément de bienveillance et de douceur. On se rend compte de l'intolérance qu'on connaît tous, hein, et c'est vraiment très bien fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que de temps en temps, le livre s'arrête avec du texte qui nous explique des choses sur... par exemple, petit cours de culture gay, les mariages entre personnes de même sexe, ils expliquent depuis quand c'est permis, c'est légal de se marier entre hommes ou entre femmes. Depuis 2001, oui, en Belgique, je savais que c'était assez tôt, on s'entend par rapport à d'autres pays. Et voilà, ils expliquent un petit peu au niveau de toutes sortes de pays. Ils expliquent aussi comment c'est vu au Japon, la différence de mentalité au Canada et au Japon, c'est vraiment intéressant. Et je me suis attachée immédiatement à ces personnages. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, j'espère que je vais pas trop souffrir en montage pour toutes les conneries que j'ai pu dire. J'espère que vous allez voir donc les autres vidéos qui se trouvent sur les autres chaînes. Il y a une flopée de booktubeurs et instagrammeurs qui vont parler de leurs graphiques préférés pour cet été. Demain, c'est donc Eva de la chaîne Perfect Books. Merci de nouveau à Dorian pour avoir organisé ça, c'est vraiment très chouette. Et j'espère que peut-être certains graphiques vous auront intéressé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vais aller retrouver mon pyjama du dimanche et ma tête du dimanche. Hein. Je vous dis au revoir et à bientôt.